Salut tout le monde, bienvenue à cette 13e vidéo sur le jeu John Company, deuxième édition publiée par Whirly Gig Games en 2022. Dans cette vidéo, on va parler de ma phase préférée dans le jeu, celle du Parlement. Amateur de négociation et autres coups de cochon, euh, c'est pas compliqué, moi je jouerais à ce jeu-là quasiment juste pour faire des phases de Parlement en boucle, tellement j'adore cette mécanique-là. Fait que quand on arrive ici, le spotlight, là, temporairement, va s'en aller sur notre ami, le premier ministre. Là, j'ai amené la roulette du premier ministre ici. Là, mais je rappelle qu'il y a un joueur, une famille, dans le fond, là, qui est première ministre. Mais là, j'ai amené la roulette ici là, pour qu'on la voie. Là, mais les décisions là, du premier ministre sont prises par le joueur qui contrôle le poste actuellement. Alors, que va faire ce joueur-là? La toute première chose qu'il va faire, là, il y a un deck de lois qu'on brasse au début de la game, là. Fait que ce que ce joueur-là va faire dans un tout premier temps, c'est qu'il va révéler la première carte de ce deck-là. Ça, c'est une loi potentielle qui peut décider de passer. Il y a deux types de cartes dans ce deck-là. Il y a des lois et il y a des dilemmes. Il y a genre peut-être 20 lois puis 4 dilemmes sur un deck de 24 cartes. Il n'y a vraiment pas beaucoup de dilemmes, mais vous allez comprendre le principe. Puis là, je répéterai pas tout le temps, là, mais tout dans ce jeu-là est ouvert à la négociation. Là. Fait que, tu sais, là, le premier ministre prend connaissance de ça, puis là, évidemment, peut jaser avec tout le monde autour de la table de manière informelle. Il n'y a pas de problème avec ça. Là. L'idée ici, c'est que là, le président, le premier ministre, en fait, doit prendre le call. Est-ce que je veux soumettre cette loi-là au vote, ou si je prends une chance puis je tire une loi de plus? Pourquoi c'est l'équivalent de prendre une chance, cette affaire-là? C'est que dans ce processus-là, dès que le premier ministre tire un dilemme, il est obligé de soumettre le dilemme au vote. Alors, le premier ministre a le droit de tirer des lois additionnelles, puis de choisir à travers les lois qu'il a tirées, mais si jamais il y a, entre guillemets, la malchance de tirer un dilemme, that's it, là, c'est le dilemme qui a préséance, c'est ça qu'on va soumettre au vote, puis les autres lois sont défaussées. Même s'il est mardeux et qu'il n'arrête pas de piger des lois, il peut faire ça un maximum de 3 fois. Fait qu'au maximum, même s'il est chanceux et qu'il ne tire pas de dilemme, le premier ministre va avoir le choix entre 3 lois à soumettre au vote. Fait que là, tu pourrais regarder ça, ah, si pas sûr, fait que là, je prends une chance, j'en tire un autre. Ah, Chris, c'est une loi, ça aussi. Fait que là, il en prend connaissance aussi, puis là, ah non, celle-là non plus, elle fait pas mon affaire, puis là, il tire celle-là, et oh oh, vous voyez la différence? Les lignes rouges en haut, ça c'est un dilemme. Fait que là, à ce moment-là, on défausserait cette loi-là, on défausserait cette loi-là, puis ce serait obligatoirement ça qui serait soumis au vote. Même si ça avait été une loi, je répète que là, le premier ministre ne peut pas faire ça indéfiniment, il est limité à 3. Fait que là, il aurait fallu qu'il choisisse une des 3 lois parmi ce qui a sorti. On va dire qu'il est chanceux pour l'instant, puis on va dire que il a le goût de passer cette loi-là. Une loi, c'est toujours un texte qui va changer pas mal à tout jamais, en tout cas pour le reste de la game, une règle, vraiment. Là. Puis on va se payer à la traite. Dans le prochain vidéo, on va faire le tour des lois, là, parce qu'il y en a des crissements juteuses et très intéressantes. Là. Puis c'est vraiment bien fait, parce que toutes les lois vont vous placer dans une situation où, inévitablement, ça va faire l'affaire de certaines personnes autour de la table, puis ça va faire chier d'autres personnes autour de la table. Puis vous, comme premier ministre, vous avez un intérêt à passer la loi no matter what. On va comprendre pourquoi. Mais là, il y a des joueurs qui vont être enchantés de ça, puis qui vont vous donner leur support de façon quasiment inconditionnelle. Puis il y a d'autres joueurs qui vont être crissement contre cette affaire-là. Là. Alors, c'est très, très juteux. Fait que non seulement une loi est composée de texte ici qui va changer une règle dans le jeu jusqu'à la fin de la game, mais chaque loi doit être accompagnée de ce que le jeu appelle une policy. Euh, Puis ça, encore là, le premier ministre a on va le voir, là, un petit peu de liberté par rapport à ce qu'il va faire avec ça, mais pas tant que ça, là. Puis la loi et la policy, ça c'est pogné dans un pain, c'est pogné ensemble et c'est ça qui va être soumis au vote. Fait qu'on vote pas pour la loi et pour la policy après. Les joueurs votent pour ou contre l'amalgame de la loi et de la policy pogné ensemble. Puis le troisième élément qu'on retrouve sur une carte, c'est celui-là ici, c'est la position de départ du marqueur de vote. Fait que la track ici, c'est la track de vote. Dans ce cas-là, si on décide de soumettre ce truc-là au vote, ben, ça part à -1.
Fait en haut, c'est positif, puis on est sur le bord de passer la loi, puis en bas, c'est négatif, puis la loi est sur le bord de failer. Puis ça, c'est très variable. Tu sais, si on regarde celle-là, là, c'est -4. À part à -4, cette loi-là. Là. Tu sais, ça représente là, nos familles ne sont pas les seules qui grenouillent dans le Parlement. Là, fait que ça représente le support ou l'opposition initiale, si on veut, là, qu'il y a par rapport à la loi. Là. Fait que doit faire le premier ministre avant de soumettre la loi au vote? C'est qu'il doit choisir, dans le fond, justement, la policy que la loi accompagne. Puis comme je dis, il y a un petit peu de flexibilité par rapport à ça, mais pas tant que ça. Dans ce cas-là, il y a deux cas possibles. Dans ce cas-là, on a une icône qui est l'espèce d'encre de bateau. Puis il y a toujours la position initiale, là, je l'ai déjà dit, ça dans la vraie vie, ça c'est le bras du premier ministre. Là. Ça, c'est vraiment une rondelle avec le bras du premier ministre. Puis là, le premier ministre peut tourner le bras comme ça sur la roulette. Là. Dans Tabletop Simulator, ça aurait été un petit peu encombrant. Fait que le designer du module a décidé de mettre juste une petite patente de même qu'on bouge. Mais le point, c'est que là, on est dans le scénario 1710. Ça, c'est la position de départ de ce marqueur-là. Et là, ce que le premier ministre peut faire, c'est qu'il peut bouger ce marqueur-là dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et il doit s'arrêter obligatoirement au premier icône comme ça qui va pogner en chemin. Alors, dans notre cas, le premier ministre partant d'ici peut décider de donner plus de pouvoir au chantier naval ou peut décider, s'il part de l'autre côté, de taxer les chantiers navals. Et ça aussi, ça va faire l'affaire de certaines personnes et ça va faire chier d'autres personnes. Et des fois, vous pouvez faire des combos où peut-être que la loi fait chier quelqu'un, mais la policy va avantager cette même personne-là. Ce qui fait qu'au final, la personne est relativement neutre, peut-être même avantagée un petit peu. Peut-être que vous voulez vous regrouper contre une personne pour qui la loi va la faire chier, puis la policy va la faire chier, mais tous les autres joueurs sont contents de couler cette personne-là. C'est épouvantable tout ce que vous pouvez faire avec ça. Faut le voir en action pour le croire, là, mais c'est vraiment épouvantable. Alors, admettons le marqueur est ici, puis admettons que notre ami le premier ministre décide, bon ben ça y est, là, cette policy-là, là, on va taxer euh, les shipyards. Fait qu'il y a trois couleurs sur cette roulette-là. Là. On peut taxer, il y a les bonus, puis il y a ce qu'on appelle le pouvoir. Alors, taxer, c'est simple. Si la loi passe et donc que la policy passe, dans ce cas-là, tous les joueurs qui ont des shipyards doivent payer une pièce à la banque de leur coffre personnel ou c'est bye-bye le shipyard. Bye-bye le chantier naval si vous n'êtes pas capable de payer. Si vous devez vous débarrasser, par exemple, que si la famille Walsh ici n'est pas capable de payer le chantier naval du bateau Constant Friend, le chantier naval décrisse, mais le Constant Friend reste en jeu jusqu'à temps qu'il soit coulé. Puis là, quand il va être coulé, le Constant Friend va décrisser, il y a nulle part où aller, son shipyard associé n'est plus disponible. Puis temporairement, tant que le Constant Friend est en jeu, personne ne peut acheter évidemment ce chantier naval-là qui viendrait avec un bateau gratis. Là. Personne ne peut acheter ce chantier naval-là quand on arrive dans les actions de la famille. Là. Si quelqu'un décide d'acheter un shipyard, il va acheter un shipyard avec un nouveau bateau qui n'est pas en jeu. C'est un cas relativement rare, mais ça peut arriver. Là. Qu'est-ce qu'on peut taxer aussi? Ben là, ça revient aux icônes qu'on a ici. Fait que, évidemment, là, les angles de bateau, c'est les shipyards. Ce symbole-là ici, on le sait déjà, c'est les actions. Fait que si jamais vous vous ramassez avec une policy comme ça, tous les joueurs qui ont des actions payent une pièce par action ou perdent leur action. Et cette action-là inclut le chairman. Alors, imaginez un pauvre chairman qui aurait 0$ dans ses coffres et arriverait pour payer son action de chairman et n'est pas capable. À ce moment-là, il est viré, il est comme pas capable de se maintenir en poste. Cette icône-là ici, c'est les workshops, donc ceux qui ont des ateliers ou des manufactures. Puis l'espèce de chapeau melon, ben, c'est les biens de luxe, ici. Puis là, vous allez avoir des joueurs qui vont être très concentrés dans les chantiers navals, d'autres qui n'auront pas pantoute, des joueurs qui vont être très concentrés dans les ateliers, d'autres qui n'auront pas pantoute. Fait que quand je disais vous écœurez quelqu'un puis vous avantagez d'autres personnes, c'est ce que je veux dire. Évidemment, si le premier ministre décide de taxer les chantiers navals,
Si vous n'avez pas et que les autres en ont, considérez-vous avantagé parce que les autres vont vraiment tout perdre du fric puis vous perdrez rien. C'est un avantage en soi. Vous n'avez rien qui s'en vient dans vos poches. Mais comme on dit, là, si le niveau de l'eau de toutes les autres personnes baisse, ben c'est comme si votre niveau d'eau à vous autres avait augmenté. Fait qu'il y a quatre symboles possibles. Encre de bateau, action, manufacture, bien de luxe. Et il y a trois couleurs possibles. Taxé, vous payez une pièce par patente ou vous vous en débarrassez. Bonus, vous gagnez une pièce par patente. Alors ça risque de rendre attrayant. Il n'y en a pas beaucoup là, sur la roulette, là, mais ça risque de rendre ça intéressant. Et Power, qu'est-ce que ça fait? Power, c'est que vous allez prendre, supposons que le premier ministre décide de prendre Power ici, justement. Power pour les ateliers, là, les manufactures. Ben, si ça passe, on va prendre le truc de manufacture ici, puis on va le monter d'une case, le faisant changer de place avec l'autre au besoin. Ben, le faisant changer de place avec l'autre, c'est sûr qu'il va y avoir de quoi au-dessus. Fait que dans ce cas-là, manufacture et bateau, chantier naval, changeraient de place sur cette patente-là. Alors là, si la situation demeure comme ça, ce sont les manufactures qui donnent le plus de pouvoir à la fin de la game et non plus les chantiers navals. Si on avait pogné Power au chapeau melon, ben là, on soit après les chapeaux melons qui présentement donnent fuck all de points de pouvoir, on les soit après avec le chantier naval. Alors, taxe une pièce ou bail, bonus, vous recevez une pièce, power, vous swappez l'icône qui est écrit, vous le montez d'une coche en haut, puis vous le changez de place avec le truc qui est au-dessus. La seule autre petite affaire qui reste à dire là-dessus, il y a trois patentes de taxes où en plus de taxer la patente, vous avez un petit symbole de fenêtre, c'est assez petit, là, mais c'est aussi écrit Window Tax sur la patente. Ça veut dire que, par exemple, si vous vous ramassez ici, en plus de taxer les biens de luxe, vous allez taxer les fenêtres. Et les fenêtres, il y en a une, entre autres, sur tous les biens de luxe, mais surtout, il y en a sur la majorité des endroits où vous pouvez envoyer les membres de votre famille prendre leur retraite. Fait que là, l'État collecte les taxes, puis ça peut faire mal en sacrament, là. Si vous avez quelqu'un là, qui s'est retiré dans cette superbe demeure, là, il y a quatre fenêtres, il faut qu'il paye 4 piastres pour que la personne reste là, là. Le compte de taxes vient de rentrer, là. Et même principe, si la personne n'est pas capable de payer, fait que si j'avais le bleu avait un membre de sa famille opulent qui restait ici, mais là, n'a pas suffisamment de fric dans ses coffres pour payer ça, ben bye bye, il est déchu, il est obligé de vendre la maison, puis il est obligé de crisser son camp de là, puis là ça valait 12 points de victoire, Chris. C'est ah c'est juteux, c'est vraiment incroyable cette affaire-là. Fait, que fait que supposons une situation comme ça, là, je le sais que j'ai bougé les marqueurs là, mais bon. Fait que là, c'est encre de bateau. Fait que là, le premier ministre a le choix. Je donne du pouvoir aux encres de bateau ou je taxe les encres de bateau. Et là, il regarde ses affaires puis il dit, OK, ouais, le vert, il y a deux chantiers navals. Lui, c'est sûr et certain qu'il va être très intéressé que ça aille bien. Lui a un chantier naval. Par contre, lui n'a pas, puis lui n'a pas, tu sais. Puis je pense que dans notre game, le premier ministre, officiellement, je me demande si c'est pas le jaune, là. Fait qu'en tout cas, il check ses affaires, puis il pourrait décider finalement, OK, on va taxer les chantiers navals, puis on va essayer de faire passer cette loi-là, puis on start ça à -1. En passant, mais comme je dis, on va toutes les regarder plus dans une prochaine vidéo, là, mais c'est juste pour vous donner une idée de comment c'est comme comment ça change la game de manière épouvantable, ces lois-là. Là, tu sais, ça arrive peut-être juste une fois par tour. On passe peut-être juste une loi par tour, mais Chris, ça peut changer la game complètement. Fait qu'ici, ce que ça dit, là, des régulations de commerce, à partir de maintenant, si cette loi-là est votée, les bonus des présidents sont ajoutés à la balance de la compagnie plutôt que dans leur coffre personnel. Alors, rappelez-vous, petit refresh, quand vous êtes président, puis que vous faites là un trade, moi je suis le président de Bombay, là, puis si je réussis là, quand c'est mon tour à jouer, là, si je réussis là, à faire, on va enlever une coupe d'ordre fermée, là, mais si je réussis à faire un trade un, 2, 3, normalement quand vous êtes président, vous recevez dans vos coffres personnels une pièce.
par ordre que vous avez réussi à combler. Si cette loi-là est en vigueur, ces trois pièces-là qui seraient normalement allées dans les coffres de la famille bleue qui sont présidents de Bombay, ces trois pièces-là vont s'en aller dans la balance de la compagnie. Alors, évidemment, tous ceux qui sont présidents vont être en crise de ça. Ceux qui ont à cœur le bien-être de la compagnie vont être contents de ça parce que c'est une source de revenus additionnelle de la compagnie. Puis, tu sais, je vais le dire de même, vous êtes président, mais pour combien de temps? Ça, c'est l'autre affaire à dire. C'est pas un poste à la vie, à la mort. Vous pouvez très bien prendre votre retraite dès le prochain tour, puis vous collisser de ça à tout jamais. Fait que, tu sais, faut voir un petit peu à long terme aussi de quoi ça a l'air. C'est sûr, si vous avez deux présidents encore jeunes qui sont pas sur le bord de prendre leur retraite, on va voir les détails dans une autre vidéo. Peut-être que vous dites, non, non, il n'y en est pas question. Si je veux continuer d'avoir le fric puis de bénéficier de cette position-là, si vous n'avez aucune présidence, vous en ici. En même temps, si vous avez beaucoup de scribes, c'est les scribes souvent qui vont prendre la place des présidents. C'est riche, c'est épouvantable. Moi, je trouve ça là, brillant. Fait que comment ça marche comment ça marche le vote? Je pense qu'on est rendu là, là. En commençant par le premier ministre, puis en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, en commençant par le premier ministre peut voter. Dans le fond, en fait, le premier ministre, lui, n'a pas le choix de voter en faveur. C'est le seul joueur qui a le bras tordu. Le premier ministre n'a pas le choix de voter en faveur de sa loi. Il n'est pas obligé de voter, mais chaque vote qu'il décide de faire doit être en faveur de la loi. Les votes, c'est pas compliqué. Une pièce, un vote. Une pièce de votre coffre, un vote. Et c'est là aussi que ces fameuses icônes-là entrent en jeu. Alors, un chantier naval procure un vote, une manufacture ou un atelier procure deux votes. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser, mais si vous utilisez, par exemple, mettons, quand on arrive au bleu, puis que c'est au tour du bleu de voter, s'il décide d'utiliser le vote de son chantier naval, normalement, on le tourne un petit peu comme ça pour dire que ce vote-là a été claqué. Les autres joueurs sont libres de voter en faveur ou sont libres de voter contre. Là, évidemment, ça va faire partie des négociations puis de toutes sortes d'affaires. Euh, Dès qu'on a fait un tour de table, quand on va avoir fait un premier tour de table, quand on est dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par le premier ministre, tu castes combien de votes en faveur. Après ça, on passe au prochain joueur. Tu castes combien de votes pour ou contre, parce que tous les autres joueurs ont la liberté de voter pour ou contre. Après une ronde de vote, ce marqueur-là va se retrouver quelque part. Et au terme d'une première ronde de vote, le premier ministre, s'il le désire, peut faire une deuxième ronde de vote. Parce qu'en théorie, il n'y a pas de limite. Tant que les joueurs ont du fric, tant que les joueurs ont des patentes à tourner, en théorie, il n'y a pas de limite. La seule fois où le premier ministre est obligé de s'arrêter, c'est s'il vient de faire une ronde complète et qu'il n'y a pas un crise de chat incluant lui qui a voté. Alors là, vous ne pouvez pas délayer la game indéfiniment, puis dire on fait une autre ronde, puis on fait une autre ronde, puis s'il vous plaît, ayez pitié de moi. Là. Si on a fait un tour de table et que personne n'a voté, là c'est terminé, on va résoudre, on passe au résultat là, du vote, est-ce que ça passe, est-ce que ça fail. Mais tant qu'au moins une personne a casté un vote dans un tour de table, quand ça arrive au premier ministre, il peut toujours dire on repart, puis on fait un autre tour. Alors, les joueurs, évidemment, vont pas claquer tout le fric là-dedans, là, du moins c'est quand même assez rare. Là. Puis ce track-là va jusqu'à plus 10, moins 10, là, mais confirmé dans les règles, là, ce n'est pas une limite. Vous pourriez aller plus bas que moins 10, vous pourriez aller plus haut que plus 10, là, trouver des façons quelconques de garder la track de ça. Là. Très important, un joueur qui a voté oui peut toujours décider à un moment donné de changer d'idée. Par contre, dès qu'un joueur a voté non, dès qu'un joueur a fait un vote pour le non, il ne peut plus changer d'idée. Tous ses futurs votes doivent être non. Fait que vous voyez ça, tu sais, vous n'êtes pas une personne qui lève la main là, au Parlement. Là. Vous êtes une famille. Dans le jeu, vous incarnez une famille. Fait que vous avez plusieurs membres de famille, plusieurs personnes que vous influencez, puis tout ça. Puis vous pourriez commencer, puis être guidoune, puis faire deux votes pour, puis à un moment donné, changer d'idée, être vire capot, puis décider que tous vos futurs votes, c'est non. Mais dès que vous votez une fois non, vous allez voter non jusqu'à la fin de ce vote-là, assurément. L'autre chose, vous devez garder le suivi de la personne qui a mis le plus de votes contre la loi.
OK, fait que supposons que le bleu décide, passe ça ses chapeaux de roue, puis décide, hein, moi je paye 2 piastres. Fait qu'on commençait, fait que mettons que le premier ministre a payé 2 piastres pour mettre ça ici, on arrive au bleu, le bleu paye 2 piastres pour faire ça. Bon ben le bleu, j'ai un marqueur pour ça quelque part. Le bleu devient le chef de l'opposition. C'est lui qui a fait le plus de votes contre. Puis il suggère de traquer ça, soit avec des jetons d'argent ou quelque chose de même, là, pour se rappeler qu'à date, le bleu a voté 2 votes contre, puis c'est ça qui est le score à battre si vous voulez être leader de l'opposition. Si un joueur égalise le bleu, c'est pas suffisant. Fait que si le vert arrive après, puis lui tout fait 2 votes contre, c'est pas grave, entre guillemets, c'est premier arrivé, premier servi. Le bleu a fait 2 votes contre, lui est correct. Par contre, si le vert fait 3 votes contre, il deviendrait le leader de l'opposition. Paye 3 piastres, 3 votes contre, on arrive ici. Évidemment, il aurait pu faire ça s'il ne veut pas payer. Il aurait pu faire ça avec ça. Il n'y a aucun inconvénient à taper ça. Dès que le vote va être fini, ces cartes-là vont redevenir correctes. Là, c'est le temps là, de les rentabiliser et de les utiliser pour leur vote. Vous pouvez même, ça peut faire partie de la négociation, vous pouvez même voter au nom de quelqu'un d'autre. Fait que voyant là, que le vert est le chef de l'opposition, le bleu pourrait même dire hey, si tu veux, je paye 2 piastres puis je fais 2 votes contre en ton nom. Fait que tout ce que ça fait, c'est que ça va venir augmenter le nombre de votes contre du vert pour solidifier, si on veut, sa position de leader de l'opposition. Au terme du vote, si ce marqueur-là est à 0 ou plus, ça passe. S'il est à -1 ou moins, ça fail. Si ça passe, ben là, ce qui est ici devient maintenant, on garde la carte. Là, ce qui est ici reste, ça y est, là, c'est une nouvelle règle dans notre jeu. Puis ça reste là. Et la policy qui avait été sélectionnée euh, à l'origine, là, mettons que c'est ça, là, la policy qui avait été sélectionnée à l'origine par le premier ministre aussi est implantée. Fait que dans ce cas-là, on taxerait tous les chantiers navals. Et puis c'est le petit perk ben, il y a 2 perks pour le premier ministre. Premièrement, il gagne un marqueur ici de loi passée qui vaut 1 point de pouvoir à la fin de la game. Et il garde le poste de premier ministre. Le poste de premier ministre ne peut pas prendre sa retraite. C'est un poste qui va changer de main probablement en cours de game, mais ce n'est pas un poste qui peut prendre sa retraite. Fait qu'à ce moment-là, le joueur qui est premier ministre demeure premier ministre. On rappelle que ça peut lui donner 2 points de pouvoir à la fin de la game. Mais c'est surtout que ça va lui permettre à la prochaine fois de lui aussi prendre des décisions. Est-ce que je prends cette loi-là? Quelle policy que je prends? Vous avez une certaine position de pouvoir quand même qui vient avec ça. Si ça fail, c'est le leader de l'opposition qui devient premier ministre. C'est tout l'intérêt d'être le plus boqué de la gang puis d'être le plus négatif de la gang. Fait que le chef de l'opposition, là, il devient maintenant le premier ministre. Et ça, évidemment, ça comme tel, ce n'est pas pris en compte. Ça va être défaussé. On a voté contre, fait que ça n'arrivera pas. Par contre, le nouveau premier ministre, si on veut, là, à partir de l'endroit où se trouve le marqueur ici, doit choisir une des 2 patentes adjacentes. Et c'est ça la policy qu'on va mettre en place. Fait que le premier ministre, à l'origine, avait essayé de faire passer ça, ça l'a chié. Le leader de l'opposition, qui est maintenant devenu premier ministre, doit décider entre donner du pouvoir aux manufactures ou taxer les chapeaux melons et les taxes, et les fenêtres, pardon. Donc, le nouveau premier ministre doit choisir une des 2 patentes adjacentes et c'est ça qu'on fait. Puis ça, c'est sa décision à lui, c'est pas passé au vote. Personne n'a un mot à dire. Encore là, tout est négociable dans ce jeu-là, mais au final, la décision lui revient. Fait qu'on n'est pas au bout de nos peines. Pass ou fail, à chaque fois, il va y avoir une policy qui va être faite. Fait que si vous vous alignez pour faire failer la patente, regardez qu'est-ce qui est à côté du marqueur parce que ça pourrait être pire que ce qu'il y a ici. OK? Fait que tout dépend où se trouve la patente. Une autre affaire qui est vraiment délicieuse et succulente là-dedans. À noter que spécifiquement les dilemmes vont toujours avoir une clause qu'est-ce qui arrive si ça fail. Donc, une des affaires du dilemme, c'est que si ça passe, il arrive quelque chose.
Si ça fail, il arrive quelque chose. Une loi, si ça fail, c'est tout simplement que la loi ne prend pas effet pour la défausse. Mais un dilemme, avant de le défausser, il va toujours avoir une conséquence en cas d'échec. Il faut en prendre connaissance aussi. J'en profite aussi pour vous dire que si notre ami le premier ministre avait pogné ça comme loi, fait que je le disais, en bas à gauche, il y a deux types d'affaires, soit une icône, soit une couleur. Fait que dans ce cas-là, s'il décide de faire passer ça, c'est taxe. Alors il va devoir bouger ça sans les aiguilles d'une montre ou sens contraire des aiguilles d'une montre et va devoir s'arrêter à la première case de taxation, quelle que soit l'icône dans ce cas-là. Si ça avait été ce dilemme-là, encore là, sens des aiguilles d'une montre, sens contraire des aiguilles d'une montre, doit s'arrêter à la première case de pouvoir. Donc, dans le cas de ça ici, le premier ministre aurait eu le choix entre taxer les actions ou taxer les shipyards. S'il avait commencé ici puis qu'il avait pogné ça, il aurait eu le choix entre donner du pouvoir aux shipyards ou, est obligé d'aller jusqu'ici, donner du pouvoir aux biens de luxe. Incroyable, incroyable, incroyable. Là, c'est bien parce que je suis rendu à 26 minutes là, que je m'épanche pas plus sur cette affaire-là. Là. Je me console en me disant qu'aux prochaines vidéos, on révise toutes les lois ensemble, là, parce qu'il y en a vraiment là, des incroyables là, qui vont générer là, des frictions, là, puis des bris d'amitié autour de la table. Là. C'est vraiment, vraiment bien fait. Là. Moi, quand on arrive là, je me retrousse les manches, je me frotte les mains, là, puis on peut passer 15 minutes sur une loi. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Ça revient à ce que j'avais dit au début de la game. Faut aimer les négociations, faut aimer le table talk pour jouer à ce jeu-là. Si vous avez un joueur qu'au bout de 30 secondes, là, bah ouais, il choisit Esti, puis passe là ta loi, on n'a pas rien que ça à faire, il est pas assis à la bonne table. Il est pas assis à la bonne table. C'est un jeu de négociation, de Asti, je te relance, moi je te donne 2 piastres si tu fais ça, puis si tu choisis tel policy, puis oui, fallait parce que lui, ça va le couler, puis après ça, toi puis moi, on va pouvoir faire telle affaire. C'est incroyable tout ce qu'on peut se jaser par rapport à ça. Là. Je vais juste aller voir qu'est-ce qui arrive, qui devient premier ministre dans le cas où ça fail. C'est un scénario vraiment bizarre, là. Mais dans le cas où ça fail, mais personne n'a voté contre. Ce qui est possible, parce que par exemple, si vous partez cette loi-là, ben en fait, pas mal n'importe quelle loi, si vous partez cette loi-là, ça part à -4. Alors personne pourrait voter, puis ça pourrait failer. Qui à ce moment-là devient premier ministre? À noter qu'il y a des lois, c'est plus rare, là, mais il y a des lois qui commencent dans le positif. Comme ce dilemme-là commence dans le positif. Là. Mais je vais aller voir qui devient nouveau premier ministre si jamais personne euh, a voté contre la loi comme telle. Ben, c'est une crise de bonne question, Marco. Parce que j'ai rien trouvé sur Board Game Geek. Puis en relisant les règles, j'ai rien non plus. Vite de même, on dirait que, tu sais, comme je dis, si personne vote contre, on dirait que ce marker-là, par défaut, il passe signé. Puis j'aurais l'impression que la personne qui est premier ministre demeure premier ministre. On dirait que la loi a comme été votée contre, mais de manière très, très tranquille. Puis la personne demeure en poste. J'ai posé la question, je suis certain que je vais avoir une réponse. Honnêtement, ça me surprendrait que ça arrive dans la vraie vie, parce que dès que quelqu'un voit, supposons la dernière personne à voter autour de la table, voit que personne n'a voté contre, puis c'est sur le bord de chier, ben, vous pouvez être sûr que si c'est moi, je vais dépenser une petite pièce ou quelque chose juste pour m'assurer que je deviens le leader de l'opposition, puis pour forcer les autres à se bouger le cul un petit peu, ou je vais juste tourner un de mes chantiers navals, comme ça me coûte pas de scène formellement, puis je viens de mettre un vote contre, puis je viens de devenir le chef de l'opposition. C'est quand même quelque chose qui est recherché d'être chef de l'opposition, là, parce que, un, vous devenez premier ministre, puis deux, vous choisissez l'une des deux policies adjacentes qui va être implantée à la place. Fait que je peux pas imaginer une game où ça arriverait, mais c'est toujours le fun de poser des questions rhétoriques de même. Fait que plutôt que de vous faire attendre, même si pour vous autres c'est instantané, j'écrirai la réponse dans la description du vidéo une fois que quelqu'un m'aura répondu, quelqu'un de fiable m'aura répondu sur Board Game Geek. Mais on s'arrête là parce qu'une demi-heure c'est long. Fait que c'était la phase de parlement. My God, quelle phase juteuse. Puis on va le faire pendant qu'il est chaud. Prochaine vidéo, on va checker là, chacune des lois, qu'est-ce que ça fait. Là. Puis comme je vous dis, il y en a des solides. Puis il y en a que vous tombez en bas de votre chaise. Là. Fait que manquez pas ça. À plus.